Olivier Lecoeur disait, je cite, « La confiance en soi ne remplace pas la compétence ». Aujourd'hui, dans le cadre de notre émission More Experience, on parle de développement personnel. Je suis donc en compagnie de Fatimé Karagama, qui est coach en la matière. Bienvenue à tous. Fatimé, assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment tu vas, ma sœur? Alhamdulillah. Je suis Et toi? très contente de te recevoir sur mon plateau. Ah ouais, plaisir partagé. C'est vrai qu'on a déjà fait un plateau audio, Mhm. mais aujourd'hui, c'est vidéo. Alors, ça veut dire que c'est ton pied, mon pied. Ah, c'est Bien ça, hein? signé, Jusqu'à la gare. Inch'Allah. Et qu'Allah nous utilise dans le bien, surtout, Amin. c'est le plus important. Alors, Fatimé, Oui. normalement, je peux te présenter parce que après des échanges que j'ai eus avec toi, des attentes même d'invitation que je n'ai pas eues, d'autres que tu m'as invité, je ne suis pas venue, par manque de temps et par manque de C'est possibilités. ça. Aujourd'hui, on va quand même parler de toi sur ce plateau. Merci. Qui est Fatimé Asta? Alors, Fatimé Asta, je suis nordiste. Je suis du Nord, Cameroun, Garoua. J'ai grandi là-bas, j'ai fait tout mon cursus. J'ai eu mon bac A4 espagnol. Ensuite, ouais, je précise, j'ai bien aimé l'espagnol, hein. Bienvenue. ¿Qué tal? Alors, ensuite, je fais 3 mois à l'université de Douala en 2008. Très important. C'est nous qui avons... 3 mois. 3 mois, oui. Oui, parce qu'il fallait que j'aille à l'université après avoir eu le bac. D'accord. Donc, découvrir le monde universitaire. On venait d'ouvrir la filière MCV, Marketing, Commerce et Vente. Voilà, c'était une nouvelle expérience pour moi. Et l'objectif était peut-être pour mes parents et mes tuteurs de me faire comprendre comment la vie fonctionne. Donc, c'est là où tu commences. Oui, voilà. Donc, c'était très important. Bon, walillah ilhamd. Après, j'ai pu aller aux États-Unis faire mon BBA, Bachelor en Business Administration, gestion d'entreprise, en marketing et management. Et je suis revenue au Cameroun faire 1 an de stage. Je suis retournée encore en 2014 pour faire un MBA. Toujours aux États-Unis. Après la formation, j'ai fait 1 an de stage également là-bas et je suis rentrée au Cameroun. Je rentre au Cameroun en mars 2018. Ah, mars 2018. Le 8 mars 2018. Ah ouais. Ouais, Bon, on va laisser l'autre commentaire. c'est ça, c'est ça. Ne pas. Donc, restons un tout petit peu dans ton parcours. Ouais. Alors, Fatimé, aujourd'hui, je te connais en tant que coach en développement personnel. C'est vrai que tu as un parcours assez diversifié. Est-ce que ce travail que tu fais aujourd'hui, coacher les gens, les aider à avoir une certaine confiance en eux, le développement personnel en général, est-ce que cela a été tracé depuis le bas âge quand tu évoluais dans ton parcours scolaire et académique? C'est une très bonne question, surtout les mots-clés bas âge, parce que je suis l'aînée d'une famille de 4, alhamdulillah. J'avais dès la naissance de ma petite sœur le titre de Adda, grande sœur, Ouais. Mangué, je pense chez vous. Et ça venait avec des responsabilités. Mes parents se sont rassurés que je sache que mes petits frères sont sous ma responsabilité. Et du coup, j'ai développé, alhamdulillah, des traits de leadership à un très jeune âge, de responsabilité. Et j'ai toujours eu cet amour pour l'autre, pour l'autre en fait, pour autrui. C'est-à-dire quand je vois quelqu'un dans la difficulté, je me dis comment est-ce que je peux venir en aide à la personne. Donc, avance rapide, il y a une année, j'arrive dans ce pays que je ne connais pas. Mes notes commencent à battre de l'aile parce qu'à un moment, vous avez le mal du pays, vous essayez de vous redéfinir. On parle des États-Unis, alors c'est un melting pot. Il y a différentes croyances, différentes nationalités, et il y a une liberté excessive, extrême, accordée à l'individu. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a plein de personnes qui se perdent quelque part. Quand l'individu a trop de liberté personnelle, à un moment, ça devient très difficile vraiment de se discipliner parce que tu peux tout faire, tu as le droit de tout faire. Personne n'est là pour te conseiller, te guider. Et du coup, ça m'a forcé une introspection en fait parce que
j'étais trop en ligne sur les réseaux au lieu d'étudier. Parfois, tu oublies même l'objectif. Qu'est-ce qui t'a amené même ici? Et en fait, Je pense que tous les étudiants dans le monde entier s'identifient à ça. Mais pour moi, c'était un cas particulier puisque j'étais loin de ma famille et loin de peut-être papa ou maman qui disaient est-ce que tu as lu? Est-ce que tu as ouvert ton cahier? C'est comme ça que je tombe sur les vidéos de Les Brown. C'était un motivational speaker noir américain. It's possible. C'est-à-dire, je vois ces vidéos, je n'avais jamais... Enfin, c'était ma première fois que je voyais quelqu'un en faire un métier. L'encouragement. oui, justement. C'est-à-dire, il parlait et je me suis dit, waouh, un jour, je serai comme ce monsieur. Je ne sais pas ce qu'il fait comme métier, mais ce qu'il dit là, ça me parle. Et ça m'a motivée vraiment à bosser, à avoir mes diplômes, etc. Et c'est comme ça que après, je découvre ce que c'est que le coaching. Vous savez que originairement, ça vient des États-Unis. Toute cette histoire de Jim Rohn, John Maxwell, voilà, les grandes personnes, voilà, ça vient de là-bas. Exact. Et même dans les entreprises, le manager, on attend de lui qu'il soit un coach. Le fondateur d'une école, on attend de lui qu'il soit un coach. L'enseignant, même chose. Le parent, même chose. Donc, il faut encourager, il faut un renforcement positif à chaque fois. Et donc, c'est quelque chose qui m'est venu, on va dire, naturellement, mais j'avais quand même des doutes parce que je me disais, je ne peux pas en faire un métier avec des parents très, très... Voilà, mon papa, il m'a dit, non, c'est pas pour ça que je t'ai envoyé à l'école. Oui, justement. Non, ça, c'est les métiers des Blancs, ça. Je ne vais pas dire que tu es coach. Donc, c'était quelque chose que je faisais bénévolement avec mes sœurs musulmanes au pays. C'est-à-dire, je travaillais à distance. On avait des projets islamiques, etc. Je me suis dit, ce serait bien que je travaille avec des jeunes. Maintenant que je reviens au Cameroun, alhamdoulilah, je trouve du boulot, je travaille, je suis professionnelle, mais il me manque toujours ce petit plus-là, social, aider les autres, leur montrer. L'avantage vraiment d'avoir été ailleurs, c'est de voir qu'est-ce qui est possible. Qu'est-ce que tu peux devenir? Exactement. Et ça, je le donne vraiment, c'est un crédit que je donne aux anglo-saxons. Ils ont une mentalité de vouloir pour l'autre le meilleur. Et c'est quelque chose que j'ai absorbé. Je me suis dit, vraiment, on en a besoin chez nous. On en a besoin. On a besoin de ça. Alors, dis-moi un tout petit peu, est-ce que tu as suivi une formation spécifique en la matière? Oui. En fait, quand Covid-19 arrive en 2020, je commence à faire le télétravail à la maison. Je me retrouve avec beaucoup de temps libre entre mes mains. J'avais déjà mon activité de bénévolat pour jeunes femmes musulmanes. Et c'est là que je me dis, pourquoi ne pas me lancer vraiment et de manière rémunérée, de manière sérieuse. Et c'est là où je cherche des formations certifiantes en ligne. Et j'ai commencé à suivre ces formations certifiantes. Ce qui me réconfortait, c'est qu'à travers ces formations-là, je me suis dit, bon, ça, je le fais pour le diplôme, mais c'est ce que je faisais déjà. Oui, justement. Voilà. Et aussi parce que j'ai senti un niveau de responsabilité. Parce que c'est trop facile de se lever et dire, je suis coach. Ah ouais, c'est ça. Oh là là. Dans le monde Internet aujourd'hui, tout le monde peut devenir tout, hein, vraiment. Et c'est pas sérieux. Quand on veut apporter de la valeur ajoutée sur un marché, la personne en face a vraiment besoin de solutions. Et c'est un peu comme si vous me dites, vous allez dans n'importe quelle clinique pour trouver une solution à votre problème. Non, il faut savoir le background de la personne, etc. Exactement. Donc, j'ai commencé avec cette certification en ligne, mais plus tard, Walillah ilham, j'ai pu recevoir 2 certifications d'un institut professionnel de ressources humaines, ici à Douala. Donc, la formation des formateurs, comment former les gens, et l'ingénierie de formation digitale, comment créer des formations en ligne, etc. Donc, c'est des certificats qui sont sous tutelle du Minefop. Voilà, donc c'est certifié, c'est sérieux, on sait que tu es passé devant des enseignants, tu as fait ta soutenance, etc. La pédagogie. La pédagogie, exactement. Donc, alhamdoulilah, vraiment, sur ce côté-là, j'ai essayé de sécuriser le côté sérieux. Le côté sérieux de la profession. C'est surtout le côté sérieux parce que j'entends souvent les gens dire vous écoutez trop de coachs sur Internet. Et parfois, justement, il suffit que tu tapes une recherche sur Internet, que tu rentres une recherche sur Internet, et puis on va te présenter tout le monde. Après, tu ne sais pas quel coach
L'autre va dire, il faut avoir confiance en toi. L'autre va dire, il faut pas vraiment. Bref, tout le monde va dire tout. Et après, tu vas te retrouver en train de ne même pas savoir qui suivre finalement. Est-ce qu'il y a des profils à rechercher ou du moins sur lesquels il faut s'attarder lorsqu'on parle de coaching? Ça, c'est une question très vaste. Parce que le plus facile, moi, je trouve, déjà, moi, je coach les femmes musulmanes parce qu'elles me ressemblent. D'accord. Aussi simple que ça. C'est bien, dans le leadership, c'est bien que le coach soit quelqu'un qui soit un modèle pour les personnes qu'il coach. OK. Moi, c'est ma logique. C'est-à-dire, si vous... Vous partagez les mêmes valeurs? Oui. En fait, on a... Comment dire? On s'inspire plus facilement de quelqu'un qui nous ressemble, OK. de quelqu'un qui partage les mêmes valeurs et quelqu'un qui a un parcours similaire. Mhm. Vous voyez? Donc, par exemple, comme je dis, les femmes musulmanes, c'est mon vécu. Ce sont mes expériences. Je ne veux pas me lever, je dis que je vais aller coacher les PDG. Je me lève un bon matin. Ça vient avec le temps et de l'expérience. C'est-à-dire, j'utilise déjà ce que moi j'ai. Donc maintenant, si vous êtes dans la recherche d'un coach, privilégiez vraiment les points communs que vous avez avec ce coach-là. OK. Parce que quelqu'un peut même être très performant, mais si vous ne vous identifiez pas à lui, ça ne va pas passer. C'est une règle du leadership. Il faut que vous vous voyez en ce leader, en ce coach-là. Et c'est justement ce que tu dis là qui me pousse à te poser la question suivante. Ouais. Relation entre coaching ou développement personnel Oui. et l'islam. Comment tu fais le parallèle? Est-ce qu'il n'y a pas un choc quelque part? Bon, vous savez, l'avantage vraiment d'avoir vécu en Occident, c'est le fait de comprendre qu'il n'y a pas de conflit entre l'islam et la modernité déjà. D'accord. Je sais qu'il y a beaucoup de problèmes de terminologie, etc. Mais moi, personnellement, je me suis dit vraiment, si je me lance dans le coaching, c'est effectivement pour qu'il n'y ait pas de conflit entre la femme musulmane dans sa relation avec Allah devrait être... Il n'y a pas de conflit, en fait. Elle doit être en accord parfait avec elle-même et avec son Seigneur. Donc, quand on dit développement personnel, ça veut dire quoi? Améliorer son comportement. C'est familier, n'est-ce pas? C'est quelque chose que tout le monde connaît. Exactement. Notre religion se base sur l'amélioration perpétuelle de ton comportement. Exactement. Et c'est vraiment ça, en fait. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. C'est-à-dire, nous avons honoré les fils d'Adam. Donc, il faudrait que ma sœur, mon frère en islam, se sentent valorisés dans tout ce qu'il entreprend, dans tout ce qu'elle entreprend. Et nous avons justement ce programme. Moi, mon principe, je ne conseillerais jamais à une sœur d'aller à l'encontre des préceptes de l'islam. C'est impossible pour moi. Donc, c'est-à-dire, si tu veux avoir plus d'estime de toi-même, je prends des exemples tirés du Coran et de la Sunna. Je cherche mes dalils dans l'islam. Est-ce qu'il y avait un prophète qui était confronté à une situation similaire à la tienne? Est-ce qu'il y avait un sahaba? Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans cette situation? Et maintenant, je parle de mon expérience également pour éclairer la sœur. Parce que parfois, et je dois le dire, il y en a qui viennent justement pour avoir des avis contraires. Ah non, je suis désolée, moi je suis un mur. Hein? Non. Il faut aller vraiment selon les préceptes de l'islam parce que c'est ça la clé du bonheur finalement. Parce qu'on se dit, non, c'est quand on va aller ailleurs, là, on va un peu faire un petit, je sais pas, un potluck, on mélange ceci, on prend un peu là-bas, on ajoute, on essaie d'islamiser. Non. Notre religion est déjà complète. Exactement. Elle est complète. C'est juste qu'il faut, comme j'ai dit, il y a une guerre de terminologie dans notre contexte. Et il faut juste enlever ces débats-là, les débats inutiles. Vraiment, par exemple, parmi les formations que j'offre, il y a comment rédiger sa vision personnelle. Vision, mission, quel est ton projet de vie? Il y en a plein qui me disent, mon projet, c'est de créer un orphelinat. Inch'Allah. C'est d'avoir un hôpital où on va respecter les préceptes de la charia. Il y a le côté des hommes, il y a le côté des femmes. Il n'y a pas je sais pas, il n'y a pas de conflit là-dedans. Au contraire, c'est moi qui lui dis, dans la vision et la mission que tu as, déjà, rassure-toi que c'est une sadaqa jariya. D'accord? Donc, tu planifies pas seulement pour toi-même, mais aussi pour les générations à venir. Et ça, c'est l'une de mes intentions et l'une de mes missions également parce que je coach les mamans. Ouais, à chaque fois, j'essaie de ramener le sujet autour des enfants. Quand on parle comme ça, parlez aussi à vos enfants. Sensibilisez vos adolescents. Sensibilisez vos enfants. Voilà comment il faut faire.
Parce que mon objectif, il va au-delà de ce bas monde, en fait. Ouais, c'est clair. Alhamdulillah. C'est clair. C'est vrai que beaucoup de personnes disent aujourd'hui qu'il y a déjà assez de prêches, assez d'imams, assez de personnes qui ramènent les fidèles à la compréhension de la vie. C'est quoi donc, plus ou moins, le plus que ça apporte au développement personnel dans la vie de celui que tu coaches ou de celle? Et heureusement, tu es consacré beaucoup plus sur les femmes musulmanes Oui. et tu plus dans les préceptes islamiques. C'est quoi le plus ou moins par rapport à ce qu'elle a peut-être écouté à la mosquée, ou bien c'est la même chose? Je dirais que déjà, les imams, qu'Allah les bénisse, Amin. ils sont, voilà, ils éclairent la communauté beaucoup plus aujourd'hui avec la diffusion sur les réseaux sociaux, la démocratisation de la communication, parce que quand moi je grandissais, je n'avais pas accès à tout ça. Je sors de Garoua. C'était très rigide, c'était très élitiste même, la religion. C'était quelque chose que... Et c'est ça qui a commencé à causer le rift. C'est-à-dire, on s'est dit, mais soit je suis dans le moderne et je suis l'école et puis je fais l'école du blanc, soit je suis musulman pratiquant. Non, alhamdoulilah, sous d'autres cieux, n'allons même pas aux États-Unis, allons en Arabie Saoudite, allons en Turquie, allons au Maroc, en Égypte. C'est des pays qui sont modernisés, mais qui sont musulmans. Donc, il n'y a pas de conflit, comme je dis. Et l'avantage, en fait, de l'imam, c'est qu'il est éclairé, il a fait des études dans son domaine. On va dire, c'est le modibo, c'est master, doctorat dans son domaine. Masha'Allah, tabarakallah. Nous ne sommes que des personnes, alhamdoulilah, on va dire le musulman lambda. Ouais. Qui fait le face-to-face. Voilà. Il y a l'élément déjà de la proximité. On parle des femmes. D'accord. Je ne sais pas, j'ai rencontré très peu de savantes femmes dans notre pays. La proximité, c'est-à-dire une femme, quand elle parle à une autre femme, c'est plus relax. Déjà, c'est plus relax. Elle sait qu'elle ne sera pas jugée peut-être. On va vite. Par exemple, tu me parles de la maternité, tu me parles de ceci. Je sais que ça a sa place et je peux... I can relate, comme on dit en anglais, n'est-ce pas? Et aussi le suivi. Parce qu'un imam, mashallah, ils ont beaucoup de responsabilités, beaucoup de travail, etc. Ils ne vont pas se mettre à suivre 10 000 personnes. Voilà. Personnellement, c'est ça. Donc ici, je joue le rôle de la bonne copine. C'est-à-dire, j'ai ma cliente, on a fait j'ai un cursus. Donc, je sais qu'elle a été formée dans tel domaine. Je l'écris sur WhatsApp, on discute comment ça se passe. De temps en temps, je l'appelle. J'ai l'occasion de faire un suivi sur son évolution. Et ça, c'est vraiment magnifique. Quoi. C'est vrai que beaucoup de personnes disent aujourd'hui qu'avec la floraison des coachs, il y a trop de secrets dehors, surtout pour les femmes. Que les femmes, elles disent tout au coach. Vous n'avez qu'à voir parfois quand il y a des lives sur TikTok ou sur Facebook avec des coachs où les gens partent te dire vraiment tout ce qu'elles vivent. Est-ce que, en tant que coach, on a toujours besoin de tout savoir, par exemple, sur la personne pour pouvoir l'aider? Ou bien c'est un mythe qui n'est pas bien fondé, en fait, dans le domaine du coaching? Moi, je pense que tout rentre dans la compréhension du hijab. Les fondements du hijab, la pudeur, c'est quoi? Quand je porte mon voile, je sais ce que je cache et je sais ce que je révèle. Donc, quand la personne vient me donner des détails dont je n'ai pas besoin, je dis, ma sœur, ça, je n'ai pas besoin de savoir. Vraiment, la personne, elle sait. Et en plus, je n'ai pas besoin d'étaler aussi son linge sale en public. Non. C'est vraiment la confidentialité plus. Je ne révèle même pas à ma famille. L'objectif, c'est vraiment d'aider la sœur à améliorer sa situation, à l'écouter sans jugement. Parce qu'on est très fort là-dessus. Je ne suis pas encore très live. C'est pas trop mon truc. Je sais pas, j'aime la discrétion, en fait. Quand c'est la vie personnelle des gens, je me vois pas très bien en train de l'afficher à mon dos vision comme ça, puisque je veux même pas afficher ma propre vie. Mais c'est bien de parler peut-être de manière anonyme. Que voilà, une femme qui partage, qui a telle difficulté, comment est-ce qu'on peut l'aider et tout. Mais vraiment, c'est très délicat. Et très délicat. On va rentrer en fait dans le contexte. Tu m'as dit que tu travailles avec des femmes. Oui. Selon toi, quel est le problème auquel les femmes sont beaucoup plus confrontées aujourd'hui sur le plan, parlant de l'autre contexte? Oui. Et t'approches pour quel type, en général, quel type de problème? Est-ce que c'est sentimental? Est-ce que c'est entrepreneurial? Est-ce que c'est personnel? Est-ce que c'est familial?
Voilà. L'estime de soi. Ah, d'accord. Oui. L'estime de soi, j'ai l'impression que c'est un phénomène quand même assez global. La femme, elle est éduquée de telle sorte qu'elle donne toujours à l'autre. Elle pense plus à l'autre qu'à elle-même. Elle-même. Et quand elle pense à elle-même, on dit qu'elle est égoïste. Donc, elle est toujours là pour les gens. Elle ne sait pas dire non. Enfin, elle arrive à faire des burn-out parfois parce qu'elle est tellement surchargée avec les problèmes des autres. Il faut à chaque fois résoudre les problèmes des autres, être là pour les gens et tout et tout. Elle ne sait pas à quel moment dire stop. Et bon, nous, ce que nous faisons à Habibti Coaching, c'est vraiment d'aider d'abord à retrouver qui elle est. Parce que généralement, ce que moi, je fais avec mon coaching, on appelle ça le coaching transformationnel. Je ne suis pas en train de créer une nouvelle version de toi. D'accord. Je suis en train de te révéler qui tu as toujours été depuis longtemps. D'accord. Parfois, on dit « Ah, mais ça fait longtemps, je ne fais même plus telle chose. » Justement, tu vois, quand tu étais petite, par exemple, tu aimais l'art, tu aimais la poésie, etc. Après, la vie est venue avec ses responsabilités, ses difficultés et tout. Moi, j'étais là te reconnecter à cette version-là, oui. Et là, ça leur permet vraiment de redevenir vraiment une version très belle d'elle-même et une version équilibrée. Parce que plus tu es équilibré, mieux tu peux donner aux autres. Le but, c'est ça, en fait. Ce n'est pas de couper les autres, dire I am Miss Independent, je vis ma vie seule. Non, c'est pas ça le but. Le but, c'est que tu te sentes bien. D'accord. Et tu fasses en sorte que les autres autour de toi se sentent bien également. D'accord. Alors, il y a une sœur qui m'a approchée une fois pour me demander si c'est conseillé pour elle de parler à quelqu'un entre un psychologue et un coach en développement personnel. Bah, moi, je ne m'y connais pas. Donc, je profite de la situation. Est-ce que le coach en développement personnel joue le rôle en même temps de psy? Oui, parfois, le métier il est très similaire, surtout dans notre contexte où les choses ne sont pas très séparées. D'accord. En fait, on va dire même, elle a besoin d'un soutien moral. À l'époque de nos grands-mères, elles partaient causer entre elles et puis c'était fini. Tu ne vas pas lui dire que grand-mère, je dois aller voir un psy. C'est comment, ma fille? Ça ne va pas dans la tête. Ouais, C'est bizarre. C'est-à-dire, elle a besoin, ça dépend. Il y a des par exemple, quand on parle de, comment dire, la dépression, oui, il y a ce qu'on appelle la dépression clinique. Ça, c'est vraiment, il faut parler à des experts. Il faut pas parler à n'importe quel charlatan là-bas dehors là et tout. Vraiment, non. Nous, en général, moi, mon slogan, c'est j'aide les femmes musulmanes ambitieuses et déterminées à atteindre leurs objectifs. Donc, la condition, c'est que tu es ambitieuse déjà. Tu sais que tu veux aller d'un point A à un point B et tu dois être déterminée parce que je peux pas venir vouloir ton changement à ta place. Je ne peux pas faire le travail à ta place. Je peux te donner tous les conseils du monde. Et moi, une chose qui m'irrite, ma déformation anglo-saxonne, c'est que tu ne peux pas venir me parler des problèmes, je ne te parle pas de solutions. Ouais. Non, coach, moi, c'est seulement les problèmes, mais vraiment, non, vraiment l'autre là. OK, concentre-toi sur ce que tu peux changer. Et il y a plein de sœurs qui n'aiment pas ça. Tu te rends compte que ce qu'elle veut seulement parler. Dans ce cas, va chez un psy. Et tu payes dans le psy. Son travail, c'est de t'écouter, te donner des conseils. Maintenant, que tu appliques, que tu n'appliques pas, je ne sais pas. Mais normalement, on devrait être responsable quand même de sa propre vie à un moment. Donc, je pense que, à mon humble avis, et peut-être un de nos spectateurs va me corriger là-dessus, c'est un peu ça la différence entre le psy. Le psy, il est différent du coach. Le coach, c'est on a un objectif, on va quelque part. Voilà, j'attends des résultats. Suivi. Oui, un suivi et tout. Peut-être qu'il y a aussi le suivi à le psychologue et le curricula est différent. Okay. Il est différent, et c'est beaucoup plus vraiment dans des cas très graves où la personne ne peut vraiment pas s'en sortir. Là, il faut un professionnel en la matière professionnel de la santé parce que le psychologue, il peut faire dans la santé mentale, etc. Donc, moi, je ne suis pas équipée pour ça, par exemple. Tu as parlé de dépression tout à l'heure. Oui. Est-ce que c'est pas une affaire de chez les autres, de chez les Blancs? Chez nous, hein, il y a beaucoup de... Comment est-ce que ça... Bon, c'est vrai qu'on va faire une petite... Et quels sont, par exemple, les signes, un ou deux signes qu'une femme peut, ou du moins quelqu'un peut détecter s'il fait la dépression ou bien si sa sœur fait la dépression? Une négligence excessive des responsabilités. C'est-à-dire une négligence qui ne s'explique plus.
au point, par exemple, de ne même plus prendre une douche. Hein. Ah, Oui, oui, quand quelqu'un n'a plus envie de vivre, ouais. c'est la dépression. Et ça arrive à beaucoup de femmes. Et ça arrive. Mhm. Ça arrive. Bon, en tout cas, beaucoup plus que celles qui parlent parce qu'on en a honte, on veut pas. C'est un tabou et ça fait. C'est-à-dire, on a peur du regard des autres. On se dit, oui, mais après, quelqu'un va vous dire, c'est le djinn qui te dérange ou bien, oui, 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 c'est tout chez nous là. Ah, Siri, on a fait ça au village et tout. Non, pas forcément. Parfois, c'est vraiment une perte de repère, Mhm. un contexte qui étouffe la personne. C'est-à-dire, parfois, tu ne sais même plus qui tu es. Et tu es. Tu vis juste à travers le bon vouloir de X ou Y. Mhm. Et il y a parmi nous, malheureusement, qui exploitent, qui manipulent autrui au point de le réduire ou de la réduire à un objet. Et ça peut causer vraiment la dépression. Alors, Fatimé, c'était vraiment un plaisir de discuter avec toi. C'est vrai qu'avant de partir, j'aimerais un peu que tu me partages une petite anecdote. Est-ce qu'il y a une personne avec qui tu as travaillé, qui t'a marqué, ou bien quel est le sujet sur lequel tu as travaillé avec une femme qui t'a le plus marqué depuis que tu fais du coaching? C'est intéressant que vous parlez de ça. En fait, ce que je fais du coaching, pour la plupart payant, mais j'ai une communauté Habibti au top qui est gratuite pour les femmes et je le laisse gratuit à dessein pour les femmes qui n'ont pas les moyens de se permettre une séance de coaching, etc. Et il y a une petite fille à qui j'ai tenu la main pendant des années. Alhamdulillah, elle a grandi, elle a beaucoup aimé. Ça fait peut-être 5 ans que je la suis. Elle a fait entrer sa belle-mère, donc la deuxième femme de son papa dans le groupe, qui avait besoin d'être boostée également. Et cette belle-mère-là, elle a tellement apprécié ce que je fais qu'elle m'appelle, elle me demande conseil. Et je sais qu'elle n'a pas de quoi payer. Et du coup, je l'accompagne et j'ai vu que même en tant que femme au foyer, maman de plusieurs enfants, épouse, elle se bat, elle décide, OK, je vais me mettre au jardinage, je vais faire le yaourt, je vais vendre un peu. Avec ça, je vais aider ma grande sœur. C'est-à-dire, quand tu vois quelqu'un se métamorphoser comme ça, tu te dis, Alhamdulillah. Vraiment, c'est la récompense en elle-même et on espère la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est mon plus bel exemple là. Oui, et c'est vraiment un très bel exemple. Ouais. Et est-ce que le manque d'indépendance financière chez les femmes est la cause de ce besoin poussé en développement personnel? C'est en partie ça, mais vraiment l'estime de soi d'abord. D'accord. Parce que parfois, il y a des femmes qui disent que je ne vaux même pas la peine d'investir sur moi-même, je ne suis pas importante, voilà. C'est-à-dire, c'est l'autre qui est toujours important, c'est voilà, les enfants, c'est etc., etc. Mais il faut qu'elle se rende compte que, déjà, au jour du jugement, ce sera nafsi nafsi. C'est à ce moment-là qu'on va se dire, hey, donc c'était seulement moi seule. Ah ouais. Donc, l'indépendance financière, moi, je me dis, l'autonomie même, pas l'indépendance, l'autonomie, c'est différent. Parce que parfois, la femme, par exemple, elle peut aller au marché, elle prend une jolie paire de chaussettes pour ses enfants, elle achète aussi. Et entre nous, les femmes, vous savez que quand peut-être ta copine te dit que sa fille se marie, Ouais. tu peux pas venir les mains vides. Donc, il y a des besoins. Il y a des besoins et il faudrait que la femme cherche de manière halal son petit revenu pour que vraiment elle se mette à l'abri du besoin et qu'elle se fasse plaisir de temps en temps, vraiment dans le halal, quoi. Alors, C'est ça. merci beaucoup. Merci. On va prendre quand même des conseils de ta part. OK. Qu'est-ce que tu peux dire à ces personnes qui t'écoutent, que ce soit des femmes comme des hommes, voilà, qui t'écoutent? Parce qu'aujourd'hui, quand même, tu ne t'adresses pas uniquement à moi. On n'est pas dans un cadre de coaching personnalisé. C'est un coaching gratuit pour tout le monde. Alhamdulillah. Quel est le message que tu peux envoyer à l'endroit de ceux qui nous écoutent aujourd'hui, Fatimé? Alors, mon message, c'est le hadith qui m'inspire à faire le coaching. Qui sont les personnes les plus aimées d'Allah? Ce sont celles qui sont les plus utiles aux autres. Ou alors ceux qui donnent la joie à un musulman. Ceux qui préfèrent, au lieu de passer peut-être tant nombre de temps en adoration, sortir et résoudre le problème de son frère. Et vraiment, moi, je pense que lorsque le musulman se dit « je veux être parmi les personnes préférées d'Allah », ça remet tout en ordre dans votre vie. Donc, vraiment,
mettez-le en priorité, mettez le tawhid en priorité et tout le reste trouvera sa place dans votre vie. Ouais, quelle belle parole. Quel beau conseil. Vraiment, c'était un plaisir pour moi d'échanger avec toi. Je pense que aujourd'hui, il n'y a plus de raison de dire qu'on ne peut pas évoluer dans sa religion. C'est ça. Parce que, voilà, j'ai eu une séance avec Fatimé où, franchement, au sorti de là, j'ai fait mon planning Ramadan. C'est à là que j'ai fait mon planning Ramadan et ça m'a permis de suivre justement ce mois de Ramadan. Alors que, bon, on attendait ça comme tout le monde et ça. puis ça arrive. Le jour où on a la possibilité de faire tarawih, on le fait. Le jour où on est un peu fatigué ou bien quand les enfants bavardent trop à la maison, on ne se consacre pas. Ouais. Mais grâce à tes conseils, ce jour-là, je me rappelle, on s'était rencontrés quelque part avec des sœurs. Ouais. J'ai dû faire mon planning de l'année. Et c'est vrai que c'était vraiment pas rigide. C'était très compliqué de suivre ce programme. Ouais. Mais ça m'a permis au moins d'identifier les choses qu'il fallait que je fasse. Exact. Et à la fin, je me suis retrouvée quand même en train de faire un petit bilan, même si c'était 30% de résolutions tenues, c'est-à-dire de promesses personnelles tenues. Exact. Mais j'ai beaucoup évolué à ce moment-là, surtout dans ma religion, dans la lecture du Coran pendant le Ramadan. Et je tenais à te dire merci pour cela. J'espère qu'il y aura d'autres rencontres encore Inch'Allah. où je viendrai. Et j'espère également que beaucoup de sœurs nous ont suivis aujourd'hui et qu'elles vont également suivre le pas. Merci à Fatimé, à la coach Fatimé Astakaragama, voilà, qui était avec nous. Je suis toujours tentée de t'appeler, de mettre le E sur ton nom, voilà. Mais comme tu m'as dit que tu n'es pas rwandaise, Voilà. c'est déjà un plus. On est tous africains. Et merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je pense qu'aujourd'hui, chacun sait ce qu'il attend dans cette vie. Coacher, c'est pas simplement discuter avec quelqu'un, mais c'est de se fixer des objectifs, d'après ce que Fatimé nous a dit sur ce plateau. Et également, elle travaille à ne pas créer un fossé entre l'islam et le développement personnel. C'est ce qui m'a aussi intéressée et qui pourrait sans doute vous intéresser. Prenez soin de vous et surtout de votre santé mentale parce qu'il en va de soi et aussi ça contribue à votre évolution, que ce soit dans votre religion, dans votre travail, dans votre famille et même dans la société. Merci à toute l'équipe technique derrière la caméra et même en post-production. Zinabou Maïmou, c'est mon nom. On était ensemble pour mon expérience de ce jour. Sur ce, assalamu alaikum.